Bienvenue à ce webinaire dédié au potentiel de bioéthanol pour la filière nautisme. Avant de laisser la parole à nos intervenants, quelques données pour introduire ce sujet. La flotte de bateaux de plaisance en France est d'environ 600 000. 80% de cette flotte a pour propulsion principale un moteur thermique. Ces moteurs thermiques sont répartis entre 75% samplon 95 et 25% diesel. Et la consommation annuelle nationale, sur une estimation relativement grossière, est d'à peu près 40 millions de litres. La problématique de ces carburants qu'ils sont issus de ressources fossiles qui se tarissent, que ces ressources sont également émettrices de CO2 et que cette énergie est importée de pays étrangers sans maîtrise réelle des prix. Des énergies alternatives arrivent dans le nautisme. Donc effectivement, on va parler à court terme du bioéthanol dans ce webinaire, mais il y a également des technologies comme l'électrification basée sur du stockage batterie ou encore l'hydrogène qu'on a d'ores et déjà abordé dans un ancien webinaire. Pour approfondir ce sujet du bioéthanol, 3 intervenants avec nous aujourd'hui qui vont nous apporter des visions complémentaires. Aurore Payen, qui est chef de l'unité bioéconomie chez FranceAgriMer, Benoît de Cuverville, qui est directeur général de Etabox, et Thierry Boussillon, qui est dirigeant de Unibot. Pour nous éclairer sur le début de la chaîne de bioéthanol qui commence dans les champs, je passe la parole à Aurore Payen de FranceAgriMer. Comme introduit, je vais vous parler en particulier des biomasses qui sont utilisées pour produire des biocarburants et surtout le bioéthanol qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais faire un rapide tour des acteurs du marché et m'intéresser à quelques impacts de la production de biocarburants, donc que ce soit sur l'environnement et sur l'alimentation. Donc très rapidement, pour vous situer, FranceAgriMer, c'est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Agriculture, ce qui veut dire qu'on a des missions qui nous sont déléguées et on rend compte au ministère de l'Agriculture sur l'avancée de ces missions. Donc sur la bioéconomie, on a 2 missions principales qui sont la concertation. Donc, on rassemble les professionnels et les administrations autour de sujets. Et la mission qu'on appelle d'éclairage, donc qui est de la production de données, d'études, etc. Donc, tout d'abord, une petite définition des biocarburants. C'est l'ensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports et le chauffage. Et donc, ils sont utilisés en mélange avec les carburants fossiles. Et c'est là où ça se complique un peu, puisqu'il y a déjà différentes matières premières agricoles qui permettent de produire des biocarburants. Et il y a différentes quantités de mélanges qui sont faites. Donc, par exemple, dans le samplon 95, il y a à l'heure actuelle 5% de biocarburants qui y sont intégrés. Et c'est dû à la réglementation, en fait, qui a pour objectif de décarboner les transports. Et donc, si les raffineries n'incorporent pas un certain pourcentage de biocarburant dans leur carburant, ils payent une taxe. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit minimum d'incorporation. Et on peut aller jusqu'à 65 à 85% de biocarburant dans le 85. La réglementation va avoir un autre impact qui est celle des matières agricoles qui vont pouvoir être considérées comme des biocarburants. Donc, un exemple concret, c'est l'huile de palme qui ne peut plus donner du biodiesel. Si une raffinerie utilise de l'huile de palme pour donner un carburant, eh bien, ce sera considéré de la même manière que le fossile. Donc, ça ne pourra pas participer aux objectifs d'incorporation fixés par la réglementation. Donc, à l'heure actuelle, le bioéthanol n'est pas concerné, enfin, il n'y a pas de matière première qui est concernée en particulier. Mais voilà, pour information, la réglementation peut aussi jouer sur la définition d'un biocarburant. Et comme dit en introduction, les matières premières peuvent avoir différentes origines et ça va jouer aussi sur les performances en matière de réduction des gaz à effet de serre de ces. Donc, pour la production de bioéthanol,
il y a typiquement 3 matières premières qui sont utilisées: la betterave, le blé et le maïs. Donc, ils vont être utilisés pour produire des sucres. Ces sucres vont donner de l'éthanol par fermentation, et cet éthanol va être mélangé à l'essence. Les flèches plus claires, c'est pour que vous ayez bien en tête que tout au cours du processus, il va y avoir des coproduits. Donc, ne serait-ce que sur la matière première agricole, toute la plante ne part pas à la production de biocarburants. Il y a des pailles, des cannes, des fanes qui vont avoir d'autres usages. Et de même, pour la production de sucre, il y a des coproduits qui apparaissent et qui vont par exemple partir en alimentation animale. Et pour finir, l'éthanol produit a d'autres débouchés que les biocarburants. Donc les choses seraient trop simples si on avait seulement du blé, des betteraves et du maïs. Donc en fait, il y a une multitude de matières premières qui permettent de produire de l'essence. Et donc il y a différents procédés technologiques pour valoriser ces matières premières. Donc, vous avez sur la droite de l'écran les matières premières qui ont été utilisées en France en 2021. Donc, majoritairement en France, on utilise du maïs à 40%, du blé à 23%. Ensuite, un coproduit de l'industrie sucrière qui s'appelle les EP2 à 12%, et la betterave arrive derrière. Donc, ces données sont publiques, vous pouvez les retrouver sur le site du ministère de l'Environnement, donc sur la plateforme Carbure. Concernant les acteurs mondiaux du marché des biocarburants, les États-Unis dominent vraiment la production de bioéthanol, puisqu'ils représentent presque 60% de la production. Ensuite, le Brésil arrive en deuxième position, donc avec 28% de la production. Le troisième acteur, c'est la Chine, mais loin derrière le Brésil et les États-Unis, vu que la Chine est à 3% de la production mondiale. Et la France est à 1% de la production mondiale, et c'est pourtant le premier acteur européen. Donc, j'ai mis sur la droite la production de bioéthanol au cours du temps. Donc, on peut voir que c'est en légère croissance. Les capacités de production sont en cohérence avec les volumes produits. Donc, on retrouve les États-Unis en premier, suivi du Brésil et de la Chine loin derrière. La France est toujours le premier acteur européen. Et sur la droite, j'ai mis l'autosuffisance en bioéthanol, c'est-à-dire la production par rapport à la consommation dans le pays. Donc là, on retrouve le Guatemala en premier, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de consommation locale. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les États-Unis, qui sont autosuffisants et qui ont même un petit excédent, donc qui vont pouvoir vendre sur le marché. Donc, l'Union européenne achète des biocarburants des États-Unis. En deuxième position, pareil, le Brésil est autosuffisant et un excédent. Et on retrouve la France avec 83% d'autosuffisance. Ça veut dire qu'on doit acheter un certain nombre de biocarburants pour répondre à notre besoin. Ensuite, il m'avait été demandé de faire un petit focus sur les impacts des biocarburants. Donc, le premier auquel on pense, c'est sur l'environnement, avec les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour essayer d'être pas trop longue, on peut résumer la chose en disant que les biocarburants ont les mêmes impacts que l'agriculture. Donc, pour produire des matières premières agricoles, il faut des intrants, donc des engrais, des produits phytosanitaires. Il faut des carburants pour faire fonctionner les machines agricoles. Il faut des sols. Donc, en France, on n'a pas de problème, mais dans d'autres pays, il peut y avoir des changements d'affectation des sols, et vous avez certainement entendu parler des problèmes de déforestation. Et comme toute activité économique, il y a des impacts sur les milieux, donc sur les sols, l'air et l'eau. Mais l'avantage de la biomasse par rapport au pétrole, c'est que les plantes captent du CO2 pour leur croissance.
Et donc, on considère en fait que c'est stable d'un point de vue bilan du CO2, c'est-à-dire que la plante capte du carbone. Ensuite, lorsque le carburant est brûlé, ce carbone retourne dans l'atmosphère. Mais donc, il n'y a pas de libération d'un carbone supplémentaire, contrairement aux fossiles. Donc, il n'y a pas de conclusion générale sur les performances des différentes matières premières pour réduire les gaz à effet de serre, puisque ça dépend de l'espèce, c'est-à-dire que toutes les espèces n'ont pas les mêmes besoins en engrais, en produits phytosanitaires, toutes les espèces n'ont pas le même rendement. Donc, tout ça fait que par rapport aux fossiles, il n'y a pas la même réduction des gaz à effet de serre. Et en plus, en fonction des pays, il peut avoir des pratiques différentes. Donc, par exemple, voilà, tous les produits phytosanitaires ne sont pas autorisés en Union européenne, par exemple. Donc, la méthode qui est retenue en Europe pour calculer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre est mise en ligne sur la plateforme Carbure. Donc, en 2021, par exemple, il y a environ 62 000 allers-retours Paris-New York qui ont été économisés, si je puis dire, par l'incorporation de biocarburants dans les carburants. Il y a un impact que je voulais aborder aujourd'hui qui est l'impact sur la production alimentaire. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse de ces débats de est-ce que la production de biocarburants impacte le prix des produits alimentaires. Donc à France Agrimer, on a une méthode qui permet d'estimer les surfaces qui servent à la production de biocarburants. Donc en fait, on part des volumes de biocarburants produits en France et du mix de matières premières qui est utilisé. Pour obtenir des volumes de biocarburants par matière première, on va regarder ensuite ce qui est produit dans un pays et ce qui est importé. Et avec des ratios, on va convertir ça en le tonnage de matière première qui a été nécessaire à la production de ces biocarburants. On obtient les surfaces nécessaires à cette production grâce au rendement. Et ensuite, on va enlever les coproduits pour avoir juste la partie de la plante qui part en biocarburant. Donc, si vous vous souvenez de ma première diapo, on enlève les pailles, les fans, etc., tout ce qui ne part pas au biocarburant. Donc, pour le bioéthanol, en France, ça fait plusieurs années qu'on a 0,7% de la surface agricole utile qui est dédiée à la production de biocarburants. Donc, cette stabilité, elle n'est pas étonnante vu qu'il y a une réglementation qui fixe des objectifs d'incorporation. Et dans le monde, on est aussi globalement stable, puisqu'on est à 0,4% ou 0,5%. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est des pourcentages qui sont quand même très faibles à l'échelle des surfaces agricoles mondiales. On peut regarder la même chose, donc cette surface, une fois qu'on a enlevé les coproduits, et donc on regarde juste ce qui part en biocarburant. Et on rapporte cette fois-ci à la surface d'une culture. Donc par exemple, en canne, en 2019, il y a 21% des surfaces de canne à sucre nettes de coproduits dans le monde qui partent à la production de biocarburants. Donc ça peut sembler beaucoup. Après, on peut se demander si la consommation de sucre doit être encouragée ou non, mais ça, c'est un autre débat. Pour le maïs, en 2019, on est à 8% des surfaces mondiales qui partent en biocarburant. Et ensuite, on est sur des surfaces très faibles de betteraves, de manioc et de céréales. Donc, pourquoi la canne et le maïs sont comme ça les matières premières les plus importantes? En fait, le Brésil repose énormément sur la canne à sucre et le maïs pour sa production de bioéthanol. Et aux États-Unis, donc qui était le plus gros producteur sur mon schéma de bioéthanol, les États-Unis fonctionnent également beaucoup avec le maïs. À savoir qu'ici, quand on parle de maïs, c'est surtout du maïs qui part en alimentation animale. Il ne faut pas imaginer que c'est le maïs, que les êtres humains mangent beaucoup de maïs doux, celui que vous avez en conserve.
la majorité du maïs dans le monde part pour l'alimentation animale. Et par ailleurs, pour revenir sur cette question des prix, c'est assez difficile de mettre en évidence le lien de causalité entre les prix des biocarburants et le prix des matières premières, puisque déjà, il existe des phénomènes de substitution entre les différentes denrées agricoles. Donc, un exemple qui ne concerne pas le bioéthanol, ça a été ces dernières années avec la crise en Ukraine. Les industriels se sont tournés vers le colza au lieu du tournesol. Donc, l'huile de colza a forcément vu sa demande augmenter du fait de report qui vient du tournesol à la base. Ensuite, le prix des denrées agricoles sont liés au prix du pétrole parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des machines agricoles qui tournent au carburant. Pour produire des engrais, il faut également de l'énergie. Donc, il y a plein d'intrants de l'agriculture qui sont liés au prix du pétrole. Donc, si le prix du pétrole varie, ça a un impact sur les denrées agricoles. Et le dernier point, c'est qu'il y a ensuite les stratégies des acteurs qui vont jouer. Donc, ça peut être des acteurs économiques qui vont acheter du blé, par exemple, avant qu'il soit produit et le revendre plusieurs fois. Mais ça peut être aussi tout simplement des pays qui mettent en œuvre des mesures protectionnistes aux frontières en fonction de leur contexte, etc. Donc, il y a une très grande diversité de phénomènes qui fait que c'est en fait très difficile de dire quelle est la responsabilité des biocarburants par rapport à la fluctuation des prix de l'alimentaire. Donc, j'ai fini mon petit tour d'horizon et donc je reste connectée si vous avez des questions. Pour terminer l'overview sur le carburant lui-même, un focus sur la fiscalité. Vous voyez d'après ces schémas que le bioéthanol bénéficie d'une fiscalité incitative, avec une taxation de 11 centimes par litre, qui est 5 fois moins élevée que le samplon 95 et 98 par exemple, ce qui fait qu'à la pompe, on arrive à avoir le litre de bioéthanol aux alentours d'1,10 € contre quasiment 1,90 € à l'heure actuelle pour le samplon 95. Effectivement, Etabox, notre mission, nous, c'est de décarboner le motonautisme avec des solutions qui sont déjà éprouvées aujourd'hui. Donc, effectivement, nous avons choisi d'intégrer dans notre offre un kit qui est homologué dans le monde de l'automobile, sachant qu'en France, il y a 3 marques qui sont homologuées et donc il y a une marque qui, pour nous, est aujourd'hui la seule à avoir un boîtier étanche. Et donc, nous avons intégré dans notre offre. Ça pourra évoluer dans le temps, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le boîtier que nous avons intégré. Et donc, nous avons en fait marinisé, on va dire, l'usage de ces boîtiers pour s'assurer que les boîtiers fonctionnent bien. Donc, on en a restreint l'usage. Enfin, voilà, on a mis tout en place tout un contexte avec des installateurs certifiés qui permettent de garantir une bonne utilisation de ce nouveau carburant dans le monde du nautisme. Donc l'éthanol, je ne vais pas y repasser longtemps. Aurore Payen nous a expliqué un peu les avantages sur la partie écologique. Juste rapidement, en fait, pour reprendre des données qu'elle n'a pas mentionnées, mais qui sont données aussi par le syndicat national des alcools agricoles, le SNPA qu'elle a mentionné. Aujourd'hui, dans les calculs sur l'automobile, on mesure jusqu'à 99% de baisse des particules fines. Donc les particules fines, ce n'est pas négligeable parce qu'on parle vraiment de ce qui était mis autour du moteur, donc c'est un impact direct sur les passagers du bateau. Donc ça, c'est loin d'être négligeable. Et après, dans l'empreinte globale, une donnée qu'elle n'a pas repris non plus, qui est une donnée IPUR, donc une donnée officielle, qui a été recalculée en 2021, qui dit que l'impact global du bioéthanol aujourd'hui en France permet de réduire de 77% les impacts des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on parle dans le pétrole, on parle du puits à la pompe. Nous, on parle du champ à la pompe. Donc effectivement, si on compare du puits à la pompe et du champ à la pompe, on va constater des baisses de CO2 de 77%. Donc vous l'avez dit, effectivement, l'éthanol est bien plus accessible en termes de finances. Juste pour refaire un petit calcul rapide, en ce moment, on est à 91 centimes de différence en moyenne nationale, enfin en tout cas à hier, sur le prix de l'éthanol versus le samplon 95. Alors si on prend en compte une surconsommation, nous, constatée de 10%
Ça, on pourra y revenir sur la partie technique, hein, la raison pour laquelle on ne parle pas de 20% de surconsommation, mais pour laquelle nous, on parle plutôt de 10% de surconsommation. Si on fait un calcul, on se rend compte que sur un moteur de 150 chevaux qui va consommer 15 litres à l'heure, sur une sortie de 4 heures, on va économiser donc 41%, donc environ 48 €. Voilà, donc ça, c'est pour la partie économique, donc c'est pas négligeable, hein. Vous avez un peu parlé du marché. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'accessibilité de l'éthanol, ce qui est une grande question. Aujourd'hui, on n'en a pas dans les ports, excepté un premier port qui a été inauguré vendredi dernier à Palavas-les-Flots, donc qui propose la première pompe à éthanol des ports en France et probablement en Europe et même dans le monde. Elle sera suivie dans les semaines et les mois qui viennent par une deuxième pompe en Méditerranée et très vraisemblablement d'ici le printemps une troisième. Donc on peut espérer que cette distribution se répande assez rapidement au fil des mois qui viennent. Enfin, déjà aujourd'hui, on a environ 40% des stations routières. Et ce que vous n'avez pas précisé dans les premiers chiffres aujourd'hui, un chiffre que j'aime bien rappeler, c'est que le plus grand port de France aujourd'hui, c'est le Jardin des Français. Et donc, on se rend compte qu'on a encore on a beaucoup de plaisanciers aujourd'hui qui font le plein en passant leur bateau sur la remorque à la station. Donc, le fait de ne pas avoir d'éthanol à la pompe des ports, c'est un frein, certes, mais on constate qu'on a quand même beaucoup de plaisanciers aujourd'hui qui, pour des raisons financières notamment, préfèrent aller à la pompe voiture, puisqu'on sait que le carburant est moins cher à la pompe voiture pour des raisons de volume que dans les ports. Donc Etabox, donc comme je le précisais, donc nous, le constat, il a été depuis plusieurs années que les moteurs de bateaux ont un fonctionnement très proche du moteur des marins. Donc il y a pas mal de personnes qui se sont essayées depuis une bonne dizaine d'années à décliner des kits de conversion sur les moteurs marins. Nous, on a décidé de structurer cette installation et ce marché, donc en créant cette société Etabox. Bien, alors donc ça fait 1 an qu'on a créé la structure. Rodolphe qui interviendra tout à l'heure, lui, ça fait déjà plusieurs années qu'il fait de la pose sur des bateaux. Donc on a tout un recul sur l'impact de l'éthanol sur les moteurs et ce qui nous a permis justement de définir un cadre d'utilisation, qui ne permet pas de l'installer sur 100% des moteurs essence aujourd'hui du marché, hein, loin de là. Donc nous, Etabox, on a mis en place un réseau d'installateurs certifiés parce qu'on veut s'assurer, d'ailleurs, Thierry Bouchon, qui fait partie de notre réseau, pourra en parler tout à l'heure. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, ce que je propose, c'est que Rodolphe, des petits éléments que j'ai repris de la formation technique, là, c'est que tu nous parles un petit peu de la différence entre le samplon 95. Après, tu risques de découvrir un peu les slides, mais on a une petite partie sur Ouais, la c'est pas grave. stoichiométrie. Et voilà, donc je te laisse présenter ça. OK, c'est juste un rappel aujourd'hui du carburant qu'on trouve, au niveau de la station-service. Donc le samplon 95 E10, donc il contient 10% d'éthanol et 95 et donc 90% d'essence. Aujourd'hui, les fabricants de moteurs ont cette obligation, pour toutes les importations sur le territoire européen, d'avoir des moteurs qui sont compatibles avec ce type de carburant. Donc ça veut dire que les moteurs, depuis 2016, ont cette obligation d'accepter de l'éthanol dans les moteurs, parce que c'est un des premiers freins où les gens se disent oui, mon moteur n'est pas compatible avec l'éthanol, les durites, les filtres à essence et les pompes à essence. Donc ça, c'est le premier point qui est important parce qu'on a donc des moteurs qui sont compatibles avec l'éthanol. Aujourd'hui, donc on trouve du E85 qui est du E85 qui a cette spécificité d'évoluer dans le temps où on a donc 85% d'éthanol et 15% d'essence en plein été et on va avoir des évolutions durant l'année où on a un carburant d'intersaison qui va avoir un niveau d'éthanol qui va diminuer pour aller jusqu'à l'hiver où on a seulement 65% d'éthanol dans le carburant. Et ça, c'est une vraie chance pour nous au niveau français, c'est qu'on a une vraie filière dynamique sur ce carburant et donc qui va faire évoluer les quantités avec le temps. On sait que le principal défaut de l'éthanol, c'est le démarrage à froid et c'est la température d'explosion de ce carburant qui est beaucoup plus haute que l'essence. Et de ce fait, on pouvait avoir des problèmes de démarrage à froid. Et le fait qu'aujourd'hui, on diminue notre taux d'essence, de notre taux d'éthanol, pardon, on n'a plus ce problème lié avec ces taux qui peuvent varier durant l'été et durant l'hiver. Donc ça, c'est hyper important pour nous parce on a la chance donc d'avoir le SNPA qui est très actif et qui va aussi nous aider sur la qualité de carburant qu'on peut trouver dans les stations. Comme disait Benoît, moi, ça fait depuis 2006 que je travaille dans l'éthanol sur le marché français. Et au démarrage, c'était très compliqué parce qu'on avait des vraies disparités suivant les distributeurs
de qualité d'éthanol. Voilà sur les choses qu'on a en change. Donc aujourd'hui, on a donc des rapports à tenir pour avoir une compatibilité en termes de motorisation entre l'essence et l'éthanol. Ou alors on va faire un peu technique, mais on a un rapport stoichiométrique en fait qui est notre rapport air-essence qui va diminuer avec l'éthanol et qu'il va falloir ramener au niveau de l'essence, et c'est ce qui engendre notre surconsommation lorsque vous passez le moteur à l'essence, à l'éthanol. Il faut comprendre que les fabricants de moteurs aujourd'hui, ils ne fabriquent pas des moteurs pour la France, hein, ils fabriquent des moteurs pour le monde entier, et on va avoir en face de nous des motoristes qui ont une tendance, entre guillemets, à rouler trop riche, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance un peu à gaver les moteurs en essence. Et aujourd'hui, on a donc cette facilité que quand nous, on passe à l'éthanol, en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'on n'a pas des surconsommations comme on trouve dans la voiture, mais plus des surconsommations un peu plus basses, du fait que ces moteurs sont d'origine qui sont riches. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, pourquoi ils sont riches, aujourd'hui, les niveaux de pollution demandés aux moteurs thermiques marins n'ont rien à voir par rapport à ce qui est demandé au niveau de l'automobile. Pour vous donner un peu un comparatif, aujourd'hui on est Euro 6 et on parle d'Euro 7 en termes de niveau de pollution. Un bateau aujourd'hui, dans le meilleur des cas, vous êtes Euro 4. Pour certains, sur les dernières générations 2023, on va être Euro 5, mais la plupart des moteurs thermiques que vous voyez, 150 chevaux, que ce soit Yamaha, Honda ou Mercury, vous êtes plus au niveau d'un Euro 3, Euro 4. Donc, ça leur permet aux constructeurs d'avoir des systèmes un peu riches, mais qui, entre guillemets, nous arrangent, nous, quand vous passez à l'éthanol, pour éviter les surconsommations. Voilà. Donc, c'est des choses que nous, on prend en compte avec le boîtier. Il est composé de plusieurs éléments, donc une sonde de carburant, on a un boîtier de conversion, et donc cette sonde de carburant nous sert à connaître le niveau d'éthanol qu'on a dans le réservoir, et ça a son importance parce qu'on a un système qui est dit flex, c'est-à-dire que vous allez pouvoir fonctionner quel que soit le taux d'éthanol dans votre moteur. Vous n'êtes pas obligé d'être 100% éthanol ou 100% essence. Vous pouvez mixer, c'est-à-dire que vous partez, vous avez mis 50 litres d'éthanol pour faire votre après-midi, et puis vous voulez continuer votre tour, vous êtes obligé de remettre de l'essence, vous pouvez aller à la station du port, mettre de l'essence et continuer votre sortie. Donc ça, c'est hyper important pour le plaisancier. Donc après un boîtier, donc comme le disait Benoît, on a aujourd'hui un boîtier qui est totalement étanche, qui est IP67-68, donc étanche, mais aussi résistant aux vibrations, et qui est hyper important dans l'environnement dans lequel on évolue, qui évite, c'est-à-dire que même si votre moteur, entre guillemets, tombe dans l'eau, le boîtier, lui, fonctionnera toujours. Voilà. Donc après, donc on vient se brancher donc sur les injecteurs. Donc notre système ne fonctionne donc évidemment que sur des moteurs 4 temps à injection, donc pas de 2 temps et pas de moteur carburateur. Comme on a dit, on a mis des règles de montage. On n'installe pas les moteurs avant 2012 pour donc des histoires d'homologation sur les véhicules compatibles à l'éthanol. Et aussi, et ça c'est le boulot des installateurs, et d'avoir des moteurs qui sont entretenus et en bon état pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir. Notre boîtier donc, a une application Bluetooth qui permet aux plaisanciers de connaître diverses informations sur le taux d'éthanol qu'il a dans son réservoir, le fonctionnement du boîtier en lui-même et le fonctionnement de son moteur, savoir si tout se passe bien, on a des voyants moteurs si jamais il y a un réglage qui est mal fait ou ce genre de choses. Voilà. Le boîtier, lui, ça fait maintenant donc le boîtier en lui-même dans l'automobile, ça fait une dizaine d'années qu'il fonctionne. Nous, moi, ça fait maintenant, ça va faire ma 7e saison où j'installe des boîtiers. Donc, on a un vrai recul sur ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on a mis des règles de pause au niveau des moteurs pour pas se retrouver avec des choses, des moteurs qui n'auraient pas la capacité à recevoir de l'éthanol. Voilà. Ok, donc effectivement, merci Rodolphe, hein. Donc
la plus-value, effectivement, ce qui est hyper important d'expliquer pour synthétiser ce que vient de dire Rodolphe, en fait, c'est que l'usage, on est sur un nouvel usage, on va dire, dans le monde du nautisme. On sait qu'il y a une énorme anxiété de la part des plaisanciers du fait d'apporter des modifications sur leur installation parce qu'ils vont partir en mer et donc ils ont toujours la crainte de tomber en panne. Pour éviter ça, en fait, on a vraiment énormément restreint les conditions d'usage du boîtier et je dirais que dans énormément de cas, on refuse la pose des boîtiers parce qu'on n'a pas envie de prendre de risque, qui est le moindre risque sur une panne. Donc effectivement, on a réduit la compatibilité selon notamment l'âge du moteur, l'état du moteur, son niveau d'entretien. On a mis en place des bonnes pratiques, notamment sur les périodes d'hivernage ou les périodes d'inutilisation avec des stabilisateurs notamment, l'usage de décanteurs et cetera. Enfin, il y a toute une pratique qui est d'ailleurs transférée avec, nos installateurs et sur lesquels on échange d'ailleurs au fil du temps pour les développer. On mène aussi, il ne faut pas négliger cet aspect. Je sais que c'est souvent secondaire dans la tête des plaisanciers, mais c'est une démarche qui est quand même très vertueuse au niveau écologique. Donc nous, on mène aussi de notre côté des analyses sur les polluants. Au-delà des données qu'on peut nous donner d'une manière générale, nous, on est en train de mener nos propres analyses en développant un algorithme justement qui va nous permettre de mesurer l'impact environnemental des moteurs marins sur l'environnement, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est voilà à quoi ressemble. Le boîtier, il est pas gros, il passe facilement sous un capot de moteur. Ça demande quelques heures d'installation, quelques heures de test de la part de l'installateur. Mais ça, je laisserai Thierry revenir sur cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est hyper important, parce qu'on a énormément besoin de rassurer nos clients et la question qui est récurrente, c'est: «Oui, mais mes garanties», dans la mesure où le moteur est encore sous garantie constructeur. Nous avons passé un accord avec MMA qui nous permet aujourd'hui de garantir toutes les pièces du moteur qui sont en contact avec l'éthanol. Tout ça pendant 3 ans ou 500 heures d'utilisation. Donc ça, c'est très important parce que c'est très rassurant. S'il devait y avoir un problème sur le moteur, c'est pas nous qui serions jugés partie, c'est bien effectivement l'expert, de l'assurance qui sera en contact avec l'expert du motoriste pour définir la responsabilité. À date, on n'a jamais fait appel, à cette garantie. Donc ça fonctionne bien. Un petit point sur les prix. Aujourd'hui, on a un prix, sur un 4 cylindres qui tourne à 1 190 € avec une partie, kit à 700 € et une partie pose à 491 €. Et puis voilà, en fait, selon le 4, 6 ou 8 cylindres, sachant qu'on fait aussi du 3 cylindres, c'est 3 ou 4 cylindres. Il y a quelques moteurs aujourd'hui, effectivement, qu'on a pu tester en 3 cylindres. Et voilà, donc jusqu'à 1 490 pour un 8 cylindres, sachant qu'il y a une partie qui nous revient, une partie qui revient effectivement à nos installateurs certifiés. On développe le réseau. Le principe, ce qui est très important, c'est que quand un client achète un boîtier, il ait la possibilité de le faire poser, puisque nos boîtiers sont posés par nos installateurs certifiés. Donc l'objectif, c'est qu'on ait un réseau qui soit développé au niveau national en 2024, qui permette à tout le monde de pouvoir accéder à ces boîtiers. Voilà. Et donc on fait beaucoup de communication, vous le verrez sur internet. On a un peu pris la parole sur ce sujet-là. On espère que d'autres la prendront aussi pour démultiplier cette bonne parole à la fois économique et écologique. Voilà. J'en profite à la volée pour vous demander quelques précisions. Ça serait quoi la part des moteurs convertibles à l'heure actuelle? La part des moteurs convertibles. Alors, Bah, on peut se baser, je vais vous donner j'ai un slide là-dessus, que j'avais mis de côté, mais on peut le ressortir. En fait, si on regarde par exemple tous les moteurs on part à partir de 2012, OK? Si on sort tous les bateaux qui sont sous garantie, parce qu'aujourd'hui on sent qu'il y a un frein énorme sur les bateaux qui sont sous garantie. Si on veut être vraiment sur une donnée sécure, on va partir par exemple sur environ les 700 000 bateaux dont vous avez parlé tout à l'heure. On considère qu'il y a à peu près 90 000 moteurs aujourd'hui qui sont dans la plaque, faciles à convertir entre 2012 et 2017. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est que ce qui est dommage, c'est que aujourd'hui, les kits ont fait leurs preuves et qu'un moteur qui est neuf et qui est rodé immédiatement à l'éthanol, c'est un moteur sur lequel on a la certitude qu'il va y avoir absolument aucun problème parce que la pompe à essence et tout le système de fonctionnement du moteur vont tout de suite être habitués à rouler à un rythme éthanol. Donc, on prend beaucoup moins de risques. Après, nous, on anticipe les risques, encore une fois, en recommandant parfois de changer la pompe à essence, enfin, certaines pratiques dans le cadre de la pose. Mais donc voilà, à peu près aujourd'hui, dans une façon assez sécure, on peut considérer qu'il y a environ 90 000 moteurs qui sont dans une cible, un cœur de cible de pose. Je ne sais pas si j'ai Très bien bien. répondu à votre question. C'est bon? C'est très clair, c'est très clair.
juste pour présenter Uniboat rapidement, Uniboat, c'est un chantier qui reconditionne des bateaux, mais dans une démarche éco-circulaire. Et on est en même temps intégrateur de technologies à impact positif pour l'environnement. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a voulu tester les boîtiers Etabox. Et donc, pour cela, on a une petite flotte de bateaux que l'on met à la location qui nous permet de tester un certain nombre de produits que l'on confronte, on va dire, aux plaisanciers. Donc, en l'occurrence, on a équipé 3 bateaux. On a un bateau, un Bayliner de 93 qui a été reconditionné en 2023 et qui est équipé d'un Yamaha 150 chevaux de 2014 qui avait 270 heures quand l'installation a eu lieu. On a également fait l'acquisition de 2 moteurs, alors des sous-marques de Yamaha, des Parson, qui sont neufs, qui sont 115 chevaux 4 temps de 2023 qu'on a équipés, un 115 chevaux et un 50 chevaux. L'idée, c'était de monter 3 typologies de bateaux un peu différentes et de les mettre à la disposition des plaisanciers pour qu'ils puissent tester. Et puis nous, avoir un peu de retour j'allais dire, de fiabilité, d'usage dans la durée. Alors malheureusement, la saison 2023 aura été une saison de location sur notre secteur assez moyenne, voire catastrophique. Donc on a un niveau d'expérimentation qui est assez juste, puisqu'on a réellement eu 15 jours de location pleine sur ces flottes de bateaux, ces petites flottes de bateaux. Mais enfin, en tout cas, on a ressorti quelques éléments. En termes de surconsommation, nous, on a fait une mesure qui était plutôt aux alentours de 7% de surconsommation versus les 10 qui avaient été annoncés au départ. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a eu le constat aussi d'une surpuissance qu'on a évaluée à 5 chevaux, mais je ne suis pas à 1 chevaux près, on va dire ça comme ça. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu qu'on a eu une économie en moyenne de 38% d'économie par rapport à l'utilisation de l'E95. Et puis pour l'instant, on a eu 0 panne. En fait, on a eu 0 défaut, ni alarme, ni quelconque pénurie ou anomalie sur le moteur. En termes de fonctionnement, très concrètement, il n'y a aucune incidence et aucun changement dans le comportement, j'allais dire, des usagers. On a eu sur un des bateaux du 100% éthanol. Enfin, sur les 3 bateaux, il n'y en a qu'un qui n'a eu que du mélange, c'est-à-dire à la fois de l'éthanol et parfois mélangé avec du sans-plomb. Les 2 autres, les 2 neufs en l'occurrence, n'ont tourné qu'à l'éthanol. L'idée, c'était de pouvoir voir un peu ce que ça donnait entre les mélanges et le 100% éthanol. En tout cas, au global, ce qu'on peut voir, c'est que nous, ça a généré une réduction de coût de la location moyenne de 45%, alors qui était liée à la fois sur le fait qu'on a des bateaux qui sont reconditionnés, donc qui sont un petit peu moins chers à la location que nos concurrents directs, et en même temps lié à la consommation et au coût de l'essence, qui est évidemment sur l'éthanol est quand même autrement plus intéressant. Nous, on était sur un coût pendant la saison qui était aux alentours de 0,92, 0,93 centimes d'euros le litre versus 2,20 € dans le port. Donc, on a vraiment eu un effet plutôt positif. On est à peu près convaincu que désormais 100% de nos bateaux seront équipés boîtier Etabox, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'autre alternative que l'essence, entre guillemets, pour nos moteurs, parce que les solutions électriques ou hydrogène ne sont économiquement pas encore accessibles, en tout cas pour les hors-bord. Donc voilà un peu les premières données que l'on peut, je dirais, annoncer. Ce qui a été compliqué, évidemment, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc nous, on a mis en place une solution de comment on appelle ça, de cuve mobile que l'on a aménagée et qui nous a permis d'avoir, je dirais, une certaine facilité, une certaine souplesse dans l'action de remplir les réservoirs. Évidemment, toutes ces informations, toutes ces données qui sont plutôt favorables et positives, on va les relayer, nous, notamment sur nos secteurs, à l'ensemble des infrastructures portuaires, pour les inciter à aller vers des installations qui soient plus adaptées. Merci Thierry, ça m'offre une parfaite transition sur le sujet de l'infrastructure. Voici quelques informations qui m'ont été communiquées par l'un des leaders européens de la distribution de carburant, en tout cas de l'équipement de distribution, sur le cas pratique du rétrofit d'une station existante sans plomb pour la convertir au bioéthanol.
Donc là aussi, on va avoir des problématiques d'âge et de normes, mais dans le cas des stations les plus récentes, finalement, la conversion se fait relativement bien avec un budget aux alentours de 8 000 €. Et pour des stations un peu plus anciennes, le cas extrême, ça va être un budget d'à peu près 15 000 €. Donc on est quand même sur des notions de budget qui sont accessibles pour pouvoir convertir l'infrastructure. Et dans le cas d'un nouvel équipement neuf dédié, on est plutôt sur des tarifs qui oscillent entre 30 000 et 200 000 € suivant l'installation. L'installation du boîtier modifie-t-elle le plan d'entretien du moteur? Y a-t-il des étapes supplémentaires? Alors, aucun changement. À partir du moment où le jour où on a fait l'installation, on a vérifié que tout était bien à jour, que ça soit, la partie filtration, essence, huile et la partie allumage, bougies. On est beaucoup plus précautionneux sur les bougies, suivant les plans d'entretien. Si on est en bougies, classiques, on reste pareil, on les change tous les ans ou tous les 2 ans, après c'est suivant les marques. On évite de dépasser, d'arriver aux 3 ans, sauf sur les bougies iridium, où on peut se permettre d'attendre les 3 ans, mais ça va dépendre surtout des nombres d'heures d'utilisation, mais on n'a pas de changement vis-à-vis du plan d'entretien. Par rapport à d'autres pays, est-ce qu'on est plutôt en avance? Est-ce qu'on est plutôt en retard? Vous avez de la visibilité là-dessus? Volet plaisance aujourd'hui, un peu la Finlande, on a des retours parce que, comment dire? On a des contacts via le boîtier en Finlande où il y a quelques bateaux qui fonctionnent. Je pense qu'en Suède, ça doit être, pareil que nous, sous le manteau. Il y a pas de station, portuaire non plus dans ces pays-là. Donc de ce fait-là, ils sont dans la même problématique que nous aujourd'hui où, bah, ça bidonne, donc personne n'est au courant de ce qui se passe. En fait, ça a été une vraie surprise, hein. Nous, on a eu, excuse-moi Benoît, quand on a fait le salon nautique l'année dernière, on a eu une vague de gens qui sont venus nous voir sur le stand nous indiquant: «Bah non, mais moi je fonctionne déjà à l'éthanol, mais je bidonne, surtout je dis rien dans mon port parce que, bah, soit j'ai pas le droit de bidonner, soit, bah, c'était un peu caché le fait de fonctionner à l'éthanol» et en fait, il y a déjà un marché qui est présent aujourd'hui. Voilà. Ce Donc qu'il faut savoir, bidonner, c'est pour que clarifier, c'est transvaser du Oui, bidon pardon, excusez-moi. au réservoir sans passer par une station. Alors, c'est la plus grande petite, cause le bidonnage, c'est la plus grande cause de pollution dans les ports aujourd'hui, hein. Alors, l'effet de l'éthanol, hein, pour faire un peu de chimie, mais vite fait, c'est que en fait, on va avoir que donc quand on est en période estivale, 85 d'éthanol et 15 d'essence. Donc quand on renverse, de l'éthanol dans l'eau, vous n'allez polluer, l'eau qu'à partir des 15 d'essence. L'alcool se mélangeant à l'eau, la partie éthanol, en fait, se dissout, dans l'eau. Donc en fait, on ne va, entre guillemets, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais la vraie pollution ne va être liée qu'à 15 d'essence. Alors que quand vous renversez 1 litre de sans-plomb, bah, vous conservez 1 litre d'essence dans vos ports. Voilà. C'est le moins pire, en fait, dans ce cas-là. Sur le niveau d'avancement, je voulais juste revenir aussi sur un point qui est pas négligeable, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un frein au développement de l'éthanol. C'est le fait qu'on soit aujourd'hui une exception culturelle, en tout cas sur la mer, quasiment mondiale. C'est aussi le frein, vis-à-vis des constructeurs. Parce que les constructeurs aujourd'hui, ils nous le disent, hein, en fait, quand ils parlent des garanties, ils disent pas que ça marche pas l'éthanol. Ils disent juste qu'en fait aujourd'hui, leur R&D aujourd'hui ne travaille pas sur ces sujets-là parce qu'en fait le marché français représente 5 du marché mondial et donc ils vont pas y mettre l'effort pour aller lancer des campagnes de tests qui sont très onéreuses sur les différents moteurs. Donc ça, c'est important parce que c'est pas que les constructeurs ne disent pas que ça ne marche pas aujourd'hui, ils nous disent que le marché français est trop petit aujourd'hui pour qu'il se penche sur cette problématique de l'éthanol dans le monde marin. Merci. Il est temps de conclure ce webinaire, tout d'abord en remerciant chaleureusement nos différents intervenants et en précisant un biais dans ce programme, c'est qu'il nous a manqué la vision d'un constructeur. Donc si jamais un constructeur souhaite compléter par sa vision, eh bien, il est le bienvenu. Bonne journée à tous.